Alors, bonjour à tous. Dans cette capsule, on va traiter de la section 7.1 du manuscrit qui porte sur la dynamique du MCU, le mouvement circulaire uniforme. Ça va nous amener à traiter de quelques exemples et d'au moins un exercice ensemble. Alors, je vais passer immédiatement à la diapositive. Bon. OK. Alors, dans le MCU, mouvement circulaire uniforme, on a un corps qui se déplace sur un cercle ou sur une partie de cercle, comme on va voir un peu plus tard. La vitesse ne change pas en grandeur, mais elle change seulement en direction. On montre ici un corps donc, qui tourne dans un plan, le plan XY. On donne l'axe des Z, c'est l'axe autour duquel se fait la rotation. Et bon, on ne le voit pas nous, mais la vitesse angulaire est représentée comme un vecteur qui est sur l'axe de rotation. L'objet tourne sur le cercle et la façon de représenter son mouvement va utiliser deux vecteurs unitaires. Un vecteur unitaire tangentiel qui indique la direction locale de la vitesse et un vecteur pointant vers le centre. On se rappelle, il faut qu'il y ait une accélération centripète pour forcer le corps pour contraindre le corps à prendre le virage, parce que la loi d'inertie nous dit que à chaque instant, le corps voudrait continuer sur son dernier MRU. Ça prend une force pour le contraindre à prendre ce virage-là. Les forces vont être dans la direction centripète, c'est la force centripète. Ici, on reconnaît notre expression pour l'accélération centripète par la deuxième loi de Newton, ma est expliquée par une force ou une somme de forces. Or, on va avoir à chercher quelles sont les forces qui pointent vers le centre. Ce sont ces forces-là qui vont causer la force centripète, donc le mouvement centripète. En θ, la somme des forces est zéro. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il n'y a pas d'augmentation ni de réduction de la vitesse en grandeur. Et en Z, on va dire que c'est zéro. Ça veut dire que l'objet ne sort pas du plan. Il voyage toujours dans le plan. Je vais traiter rapidement d'un cas ici qu'on vous décrit dans votre livre. On parle d'une pièce de carton qui est déposée sur une table tournante et la pièce de carton, on fait tourner la table tournante et la pièce de carton demeure sur le même rayon et continue de tourner. Pourtant, elle n'est retenue par aucune corde. La seule force qui la contraint à la prendre le virage, c'est le frottement statique qui est exercé par la table tournante sur le papier. Donc, on calculerait la normale, on multiplierait par le coefficient de frottement statique, et c'est cette force-là qui pointe vers le centre qui expliquerait le mouvement circulaire. Dans cet exemple-ci, on a un pendule qui tourne sur un cercle. Et là encore, ce qui contraint le pendule à prendre le virage, on se rappelle par la première loi, par la loi d'inertie, il voudrait continuer sur sa dernière tangente. Ce qui le contraint à prendre le virage, c'est la composante de la tension qu'il y a dans la corde, la composante de cette tension qui est vers le centre. Je vais maintenant aborder l'exemple 7.3. Dans cet exemple-là, on a une voiture qui est en train de prendre un virage. Donc, ce n'est pas sur un cercle complet, mais on va quand même utiliser la notion de mouvement circulaire uniforme. La voiture prend le virage sans changer la grandeur de vitesse, mais qu'est-ce qui contraint la voiture à prendre le virage? Il n'y a pas de corde ici qui tire sur la voiture, c'est le frottement. Et le frottement, c'est un frottement statique. Pourquoi? Ici, on a mis
un certain angle, une inclinaison sur la route. Vous pouvez vous rendre compte de ça à différents endroits sur les autoroutes. Quand on prend un virage, la route est légèrement inclinée et on va voir que ça augmente la normale et par conséquent le frottement, donc l'adhérence de la voiture pour continuer à prendre les virages. Et s'il n'y avait aucune adhérence, par exemple, si on est sur de la glace vive, c'est sûr que la voiture ne sera pas contrainte à prendre les virages. Elle va continuer sur son dernier MRU. Pourquoi frottement statique? Eh bien, c'est sûr que dans cette direction-là, la voiture subit un frottement cinétique puisqu'elle est en mouvement. Mais on veut l'empêcher de déraper dans cette direction-là. Donc, il faut qu'elle reste toujours à la même position par rapport au plein incliné. Il ne faut pas qu'elle dérape en s'en allant vers l'extérieur, d'où le frottement statique qui est dans cette direction-ci. Regardons les forces en présence. Il y a le poids de la voiture, il y a la normale exercée par la route sur la voiture et il y a le frottement statique. L'accélération que nous voulons calculer, elle est horizontale. Elle est vers le centre. On va appliquer notre démarche qui jusqu'à maintenant disait on prend un système de coordonnées qui a au moins un axe dans la direction de l'accélération. Ça va nous amener à prendre un système de coordonnées non pas le long du plan incliné, mais avec un axe horizontal et un axe vertical. On va aller regarder dans le manuscrit. On va aller regarder dans le manuscrit la description de l'exemple et ensuite je vais traiter de la façon de le calculer. Alors, dans le manuscrit, c'est à la page 212. Or, bon, on a une voiture qui prend un virage, un rayon de courbure de 100 mètres, la route est inclinée latéralement à 10 degrés, coefficient de frottement statique 0,250, frottement cinétique 0,150, la route est glacée. Calculez le module de la plus grande vitesse de la voiture pour que celle-ci prenne le virage. Alors, si on regarde le diagramme, c'est celui-ci. Et je vais aller sur la solution que je vais vous mettre en ligne pour discuter de l'exemple. Alors, si vous regardez ici, j'ai bel et bien fait un système de coordonnées avec un axe horizontal. Pourquoi? Parce qu'il est dans la direction de l'accélération centripète. C'est une coutume qu'on a prise et je vais vous indiquer tout à l'heure pourquoi elle demeure encore idéale. On met un axe dans la direction de l'accélération qu'on veut calculer et l'axe transverse. Les forces, quelles sont-elles? Le frottement statique, le poids et la normale. Le diagramme des forces est ici, on le voit. Et on va aller regarder les équations de la dynamique. Pardon. Dans la direction centripète, il y a la composante de la normale qui est dans la direction centripète. Ça fait intervenir cette composante-là qui est opposée à l'angle, d'où n sin phi. Il y a le frottement, sa composante, ça va être le frottement fois le cosinus de l'angle. Il n'y a pas d'autre composante dans l'axe horizontal, donc la somme de ces deux forces-là doit être à l'origine, doit causer la force centripète. Et là, je le répète, c'est important, on ne va pas venir ici rajouter une troisième force qui serait la force centripète. C'est la somme de ces deux forces-là qui tient le rôle de force centripète. Maintenant, pour savoir, bon, le frottement statique va être lui aussi proportionnel à n. On va aller regarder dans l'autre axe, l'axe transverse, pour trouver une expression pour n. Ben là, on a la composante de la normale qui est le long de l'axe Z et la composante du frottement qui est le long de l'axe de Z et le poids P. Alors, si on revient ici, n cos phi moins fs sin phi moins P, le frottement inclut la normale et on va isoler la normale qui donne mg sur cos phi moins mu s sin phi. Alors, tout de suite, vous pouvez voir. L'angle étant 5, 10, 15 degrés, le cosinus phi est plus petit que 1. Le sinus phi est plus petit que 1. Le mu s est plus petit que 1.
Tout ça ensemble va donner un chiffre au dénominateur qui va être plus petit que 1, qui va faire en sorte que la normale va être plus grande que ce qu'elle aurait été normalement. D'où l'idée que d'incliner la route, si on le fait du bon côté, va augmenter la normale, va donc augmenter le frottement. On prend cette normale n, on l'introduit ici, on réécrit la normale, et on veut isoler dans le cas présent la vitesse maximum. On voit que les masses s'annulent et on va trouver une expression pour le carré de la vitesse, qui est cette expression-ci. Il y a un exercice que nous aurions normalement fait en classe, qui est une reprise à peu près de cet exemple 7.13. On va aller le regarder. C'est le problème 10. Et après ça, je vais aborder avec vous la solution. Le problème 10 est en page 228. Bon, ici, on a un petit camion qui prend un virage incliné à 5 degrés sur un rayon de virage de 75 mètres. Il conserve tout au long une vitesse de 70 km/h. Et on dit qu'il est sur le point de glisser et de manquer le virage. Donc, on atteint tout juste le maximum du frottement statique et on nous demande cette fois-ci de calculer le coefficient de frottement. Je vais aller regarder la solution que je vous ai proposée pour cet exercice-là. Alors, voici le diagramme, le schéma et le diagramme de force. On a le virage, on a la route inclinée, un certain angle, le frottement statique pour empêcher la voiture de déraper vers l'extérieur, il est vers le centre, et j'ai encore pris un système horizontal-vertical. On réécrit exactement les mêmes équations que tout à l'heure. Cette fois-ci, ce qu'on veut isoler, par contre, c'est le coefficient de frottement. Alors, ce qu'on doit faire, encore là, les masses s'annulent, ce qu'on doit faire, on doit regrouper les termes qui multiplient le coefficient de frottement statique afin de pouvoir l'isoler. Vous allez remarquer que j'ai pris cette parenthèse et l'ai montée à droite. Et là, on a un coefficient de frottement ici et un là. Je vais regrouper à gauche les termes qui multiplient le coefficient de frottement. Il y en avait un ici qui était G cos θ, et il y a celui-ci ici qui était moins sin θ v carré sur R. En le passant à gauche, ça devient un plus. Et on passe à droite les termes qui ne multipliaient pas le coefficient de frottement. On passe cette parenthèse ici à droite, c'est-à-dire qu'on divise à droite et à gauche par la parenthèse pour la faire disparaître. On isole le coefficient de frottement μs, on introduit les chiffres et on trouve un coefficient de frottement de 0,406 qui est correctement la réponse au manuel, à la question. Alors, ceci complète cette capsule-ci qui portait sur le mouvement circulaire uniforme. Dans une prochaine capsule, je vais terminer le chapitre 7 avec les sections 7.2, 7.3 portant sur la gravitation universelle et rapidement les sections 4 et 5. Alors, bonne continuation dans vos études.